Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, et oui, on est en journée pour réviser le brevet. Voilà, forcément, ça va en stresser certains, mais le but, c'est de s'entraîner, de voir justement l'attitude à avoir et disons, rappeler toute cette année. Voilà, qui a été très chargée, je n'en doute pas, mais faut tenir le coup jusqu'au bout. Alors, on va se faire un sujet voilà, qui est sorti cette année, le brevet centre étranger qu'ils ont passé la semaine dernière, donc le 14 juin 2022. Donc, c'est un sujet de cette année. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais arriver les questions. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Voilà, on ne sait pas quel exo, mais on peut essayer de discerner des tendances. Voilà, même si après, je vous le dis franchement, je n'en ai aucune info. Personne n'a la moindre info sur ce qui va tomber. Ouais, mais des fois, il y a quelques répétitions. Alors, quand vous arrivez devant votre sujet, premier réflexe à avoir, n'essayez pas forcément de le faire dans l'ordre, pour le coup. Balayez le sujet, essayez de voir chaque question, à quel chapitre elle se rapporte, histoire après de le faire dans l'ordre que vous préférez. Par exemple, ici, on le regarde, donc c'est une version un peu condensée, elle devait être sur 6-7 pages à la base. Donc là, on a un QCM, question à choix multiple, important, regardez bien, est-ce qu'il y a une seule réponse possible, plusieurs réponses possibles, avec ou sans justification. Là, c'est tout de suite noté, une seule est exacte. On recopie le numéro de la question et on indique sans justifier dans cette partie seulement la réponse qu'on a choisie. Voilà, donc là, pas besoin de justification. Sur quoi ça porte? Sur quoi ça porte? Voilà. En observant au moindre coup d'œil, il faut que vous soyez capable de se dire bah, c'était dans tel chapitre, c'était dans tel chapitre, pour après choisir dans quel ordre vous les effectuerez. Donc là, ça porte sur quoi? Là, on est sur des fonctions avec de la représentation graphique. Si vous avez un doute, vous voyez, on écrit juste en dessous l'image de -2 par la fonction f est lequel. Ici, on a un petit tableur. Un petit tableur, ça sent la formule. Pour le coup, voilà, juste vous balayez, vous regardez de quoi il s'agit. Ah, du x, calcul littéral. Calcul littéral pour le coup. Et ensuite, on considère un triangle. Le triangle est-il rectangle? Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je pense qu'il y a un problème depuis le temps. C'est du Pythagore. Tout le monde. C'est ça, à force de l'avoir fait, à la force de l'avoir déroulé. Exercice 1, voilà, porte déjà sur 4 chapitres différents, enfin 4 choses différentes. En tout cas, vu que pas mal de questions sont indépendantes. Exercice 2, on a une course cycliste, un Paris-Nice, et on voit tout de suite un tableau. Voilà, tableau avec les dates des parcours, le profil des parcours, les distances. On étudie la série des distances, calculer la distance moyenne, la médiane, l'étendue. C'est des statistiques. Voilà, moyenne, médiane, étendue, ça, vous aurez droit les trois ensemble. Je veux dire, voilà, souvent, c'est assez rare qu'on demande juste l'étendue et pas de médiane ni de moyenne. Pour le coup, souvent, on met les trois, quelle est la médiane, quelle est la moyenne, quelle est l'étendue. Voilà, on s'est embêté à faire une série, autant vous demander toutes les infos dessus. Deuxième question, on voit qu'il y a un petit pourcentage. Pourcentage, on va faire un produit en croix. Ensuite, l'Allemand a remporté une course. Ok, le dernier au classement général, il a fait tant, combien de retard? C'est de la durée. Voilà, calcul de durée. Durée que personnellement je fais en sixième. Donc ça devrait aller. Et après déterminer sa vitesse moyenne, un calcul de vitesse. Donc durée et vitesse. Voilà, et on continue, on balaye le sujet. Ça va nous prendre, justement, vous allez voir, ça va nous prendre moins de 5 minutes pour essayer d'identifier tout ce qu'il y a dedans. On a cette figure. Cette figure, déjà, on devrait s'en douter. Ça sent le Thalès. Voilà, vu la configuration, configuration en papillon avec des droites parallèles, il y a des droites parallèles, ça sent le Thalès. Il y a un angle prouvé que le segment AB mesure 4 cm. Vous voyez, AB est ici. Juste à côté, vous avez un angle. Vous avez un trait en rectangle. Angle, trait en rectangle, trigonométrie, cosinus, sinus ou tangente. Laquelle des trois, on verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, on repère juste de quoi il s'agit. Datrigo, en utilisant la question précédente, démontrer que BC et DE sont parallèles. On l'avait dit, on l'avait senti. C'est du Thalès. C'est du Thalès à tout prix. La réciproque, pour être plus précis. En déduire que la droite BD est perpendiculaire à la droite DE, celle-là je vais la passer. Pourquoi? Parce qu'il y a en déduire. Voilà. Autant quand vous avez les mots démontrer, prouver, là ça sous-entend une grosse rédaction. Prouver, démontrer ou montrer d'ailleurs. Mais quand il y a en déduire, ça veut dire juste en utilisant la réponse de la question précédente, en à peine 2 lignes,
Voilà, 2 lignes d'explication, 2 lignes de remarque, on doit arriver au résultat. Il n'y a pas besoin normalement d'une grosse rédaction quand il y a ces mots en déduire. Parce que c'est avec le résultat présent qu'on doit en déduire justement qu'elles sont parallèles. Et enfin, calculer l'aire du triangle, donc un calcul d'aire. Ok, pourquoi pas. Je vous rassure, pour les questions, j'irai moins vite. Là, c'est vraiment histoire de le balayer rapidement. Exercice 4, on a donné voilà, ce motif, on le voit. Voilà, c'est du scratch. Je lis les questions, mettre dans le bon ordre les instructions. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de la probabilité. Des fois, on arrive dans du scratch à mettre d'autres choses. Quelle action clavier on doit presser, laquelle des figures on obtient. Non, c'est que du scratch. Voilà, fin de l'exo. C'est vraiment 100% du scratch. Vous allez le voir, ayez confiance en vous pour le scratch. Voilà, vraiment, ne passez pas cet exercice. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer cet exercice. Vous allez voir que les questions ne sont pas difficiles du tout. C'est normal, vous n'êtes pas derrière un PC, on vous met justement euh, sur une feuille. Donc c'est que de la lecture et pas forcément de la création. Là, on va remettre dans l'ordre quelques instructions, mais voilà, il ne faut pas trouver les instructions en tout cas. Le 5, tiens, qui est un peu plus complet. On a donc confectionné des truffes. Ok, on a 2 sortes de truffes. On veut le même nombre dans chaque boîte, de café, de noix de coco. Toutes les truffes doivent être utilisées, ce sont les partages, l'arithmétique, décomposés en produits de facteurs premiers, déduire la liste des diviseurs, quel nombre on pourra mettre dans la boîte. Tout ça, c'est de l'arithmétique, des diviseurs et nombres premiers. Voilà. Et enfin, dernière question, donc les truffes, on les met dans ces boîtes, celle-ci ou celle-là. Ok. Et on a les rappels, ils sont sympas. Alors je dis toujours sur les volumes, faites gaffe, sachez vos volumes. Vous avez des sujets qui vous rappellent les formules de volume, mais il y en a aussi qui ne vous les rappellent pas. Voilà, on ne peut absolument pas savoir. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc après les diviseurs, les volumes. Et là, vous voyez, en à peine donc 5 minutes, on a balayé tous les exercices, on a vu tous les chapitres. Donc après, faites-les dans l'ordre que vous préférez. Voilà, c'est important ça. Je vous rappelle qu'il vous manque un certain nombre de points pour atteindre les 400 sur 800. Le but, c'est d'engranger un maximum de points. Si vous avez peur d'oublier un exercice ou si vous en sentez à l'aise et que vous n'avez pas spécialement préférence, faites-les dans l'ordre. Ok, pas de souci. Mais si vous avez une préférence, n'hésitez pas à les faire dans le désordre. Vous notez bien exercice 3, après exercice 2, après exercice 1. Peu importe. Voilà, c'est un vrai conseil que je peux vous donner, c'est faire dans votre ordre à vous. On reprend l'exo 1, on reprend le QCM et on s'y met. Maintenant, histoire de voilà, que ça dure quand même juste une petite heure, vidéo, ce serait pas mal. Donc, une fonction f de x égale 2x plus 3. La représentation graphique de cette fonction, c'est laquelle? Si vous vous souvenez de vos fonctions linéaires, comme c'est une fonction linéaire, vous saurez que le plus 3, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées et que le 2x montre comment évolue votre fonction, si elle monte ou elle descend. Mais si jamais vous avez oublié tout ça, ce qui est possible, faites juste un test. Voilà, vous faites enfin un ou deux tests. Vous dites, bah tiens, si je prends le x égale à 0, 2 fois 0 plus 3, 2 fois 0, 0, 0 plus 3. Bon, hop, je vais l'écrire à côté. Tiens, voilà, je fais juste un test. Voilà, je ne l'écris pas, hein, là je l'écris pour vous, pour que vous voyez bien le calcul, pour que vous me suiviez. Voilà, donc lorsque je remplace le x par 0, je tombe sur 3. Donc ça veut dire que lorsque je suis à 0, je suis à une hauteur de 3. Donc déjà, la C, ça ne va pas. Voilà, la C, on peut l'éliminer. Ensuite, je peux faire un autre exemple. Voilà, là, j'hésite entre celle-ci et celle-là. Ouais, je choisis 0, ils sont tous les deux en 0,3 pour le point. Je prends f de moins 1. Allez, on va remplacer le x par moins 1. 2 fois moins 1, plus 3. Vous n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est pas assez gros. Bien sûr, comme d'habitude, on est en direct. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux là pour le coup. Voilà, 2 fois moins 1, moins 2 plus 3, 1. Et bien pour le coup, voilà, il n'y a que la réponse A qui, en moins 1, est à une hauteur de 1. Vous voyez, en moins 1, la réponse B reste à une hauteur de 3. Elle est constante, elle est toujours pour une hauteur de 3. Mais donc, là, en moins 1, on est à une hauteur de 1. Il n'y a que la réponse A pour laquelle c'est le cas. Donc, petit 1, réponse A. Ensuite, l'image de moins 2 par la fonction f est lequel? Et bien là aussi, on calcule comme on a fait précédemment.
Donc je remplace le x par moins 2. Donc ça me fait 2 fois moins 2 plus 3. 2 fois moins 2 plus 3, 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4 plus 3, moins 1. Ah, je rappelle, c'est comme de la température. Hein. Si vous êtes à moins 4 degrés et que vous montez de 3 degrés, on tombe à moins 1 degré. On reste quand même dans les négatifs. Donc pour la réponse 2, c'est le B. Pour la question 3, cette fois le tableur. On a fini les fonctions. Ah, attendez, j'ai juste... Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, parfait. Voilà, donc là, sur notre tableur, donc dans cette feuille de calcul, extraite d'un tableur, la formule à saisir dans la cellule B2, ça va être ici. Voilà, avant de les tirer vers la droite, c'est combien? Donc ce qui est important dans les formules de tableur, c'est de commencer par le égal. On commence toutes par le égal, pas de problème. C'est de ne pas mettre les numéros qu'il y a dans les cases, mais bien les cellules. Donc là, vous voyez, ça veut dire on ne va pas mettre le moins 2, on va mettre soit le A1, soit le B1. Et on a aussi la dernière info qui est de penser pour les fois à mettre des étoiles. Là, il y a des propositions, donc pas de problème. Mais si vous avez une formule de tableur à créer, pensez bien à ces trois choses, le égal, les cellules et la petite étoile. Donc là, c'est 2 fois ma cellule plus 3, donc ça reste la même dans la réponse A ou la réponse B, sauf que le A1, ça correspond au X, donc votre tableur ne va pas pouvoir calculer avec le X vu qu'il n'y a pas de valeur. Voilà. Alors que on veut bien, en fait, dans B2, on veut l'image de la fonction lorsqu'on met moins 2 dans notre fonction. Voilà. Donc lorsqu'on met la cellule B1 dans notre fonction, qu'est-ce que va donner cette fonction? Justement. Donc ce sera bien égal 2 fois la cellule B1. Voilà. Et là, le tableur remplacera notre B1 par moins 2, hein, il sait très bien faire tout seul, plus 3. Donc là encore, c'est la réponse B pour cette troisième question. Voilà, partie A, terminée. Impeccable. Voilà, il n'y avait pas besoin de justification, donc ça allait assez vite. Et on rappelle, c'était bien que dans cette partie seulement. Donc ça veut dire que partie B, il va falloir justifier, il va falloir rédiger. Pour le coup, c'est normal, hein, on vous attend quand même là-dessus, sur votre capacité à pouvoir justifier correctement. Montrer que tout cela est égal à 6x au carré plus 3x moins 4. Je vous rappelle que lorsqu'on vous dit montrer qu'on a ça, ça veut dire qu'on a ça. Si vous trouvez un résultat différent, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on ne vous a pas demandé est-ce que cela donne cette égalité. Non, on vous a bien dit montrer qu'on a ça. Donc, je reprends mon calcul. Je vais le mettre en rouge histoire de discerner. Donc là, vous avez une double parenthèse. La double parenthèse, allez, je vais refaire mes flèches. Je vous rappelle que on distribue chacun des nombres. Ça veut dire le 2x, on va le multiplier au 3x. Je rinsère. Ensuite, on ne va pas le donner qu'au 3x, on va aussi le donner au plus 4. On le donne au 2. Donc ça va nous donner 2x fois 3x. Ah, pardon, vous savez quoi? Je vais passer en y. J'ai passé en y juste pour cette correction. Comme ça, vous ne mélangerez pas mes fois et mes x. Pour le coup. Mais donc sur votre copie, pensez bien à arrondir. Moi j'ai une petite technique, c'est d'arrondir les x et de faire vraiment les fois en petite barre. Donc 2y, on multiplie avec le 3y. Ensuite, le 2y, je le multiplie avec le 4. Et je recommence la même chose avec le moins 1, parce que le moins 1, on ne s'en est pas occupé pour l'instant. Il faut quand même s'occuper du moins 1. Donc je m'occupe du moins 1. Le moins 1, pareil, je le donne au 3y. Et ensuite, le moins 1, hop, je reprends, je vais le donner au 4. Voilà, je le donne à chacun des deux, dans les deux cas. Voilà. Donc certes, ça fait quelque chose de long, mais en soi, pas nécessairement difficile si vous avez réussi déjà à faire la moitié. Donc je recommence à la suite, hein, je continue. Je mets moins 1 que je multiplie avec le 3y, et ensuite le moins 1 que je multiplie avec le 4. Le moins 2x, on s'en occupe, même si vous voulez, j'espace un peu. Voilà, on s'en occupe pas, on le recopie à côté. Voilà, on le recopie à côté, ça va rien changer, c'est pas grave. Ensuite, je prends chaque multiplication indépendamment. 2y fois 3y, combien ça donne? 2 fois 3, 6. Y fois y au carré. Voilà. Le plus 2y fois 4. 2 fois 4, 8. Et je mets le y derrière. Donc, plus 8y.
Voilà. Et vous voyez, on fait chaque multiplication, l'une après l'autre. Hein. On ne fait pas tout d'un coup. Si vous faites tout d'un coup, vous allez être perdu. Faites bien chaque morceau après morceau. Moins 1 fois 3y, moins 1 fois 3, moins 3, y. Et enfin, moins 1 fois 4, moins 4. Pareil, comme tout à l'heure, le moins 2x, je le laisse derrière. Alors pardon, je suis passé en y. Je suis passé en y, donc forcément, on va changer le x en y, il faut que je le fasse partout. Ensuite, qu'est-ce que je calcule entre eux? Je calcule les membres d'une même famille. Le 6y au carré, il est tout seul, on le laisse, il n'y a pas d'autre y au carré. Et après, je calcule tous les y ensemble. Le 8y, moins 3y, moins 2y. 8 moins 3, ça en fait 5, y. Encore moins 2, ça en fait 3. Donc plus 3y. Et le moins 4, il est tout seul. Pardon. Voilà, il colorie tout. Donc je remets moins 4. Et bah regardez, c'est bien ce que je voulais obtenir. Je voulais obtenir 6x au carré plus 3x moins 4, c'est ce que j'ai obtenu. Certes avec mon y, parce que là je vous faisais la démonstration pour ne pas confondre avec les x, mais on a bien développé. Voilà. Donc souvenez-vous, prenez le temps de développer. S'il y a un petit nombre derrière, laissez-le à côté. Vous en occuperez une fois que vous aurez tout développé, que vous aurez fait toutes vos multiplications. Et on fait les multiplications les unes après les autres. Tranquillement. Si vous y allez tranquillement, ça passera sans problème. Deuxième question. On considère le triangle. On vous donne les trois longueurs. Le triangle est-il rectangle? Donc, réciproque de Pythagore, on l'avait mis au début. Il faut vérifier, est-ce qu'on a l'égalité de Pythagore? Ne l'écrivez pas au début. Voilà, si vous voulez, écrivez-le au brouillon. Hein. Au brouillon, vous mettez d au carré égale cd au carré plus c au carré, mais ne le mettez pas sur la copie. Il faut absolument que vous calculiez séparément chaque morceau, et après on regarde. Après, est-ce qu'on a la même chose, est-ce qu'on n'a pas la même chose, et ensuite on écrira l'égalité seulement si on a la même chose. Donc là, on va calculer le plus grand tout seul. Déjà, d au carré égale 5,5 donc au carré. Pour avoir justement les résultats à côté, petite calculette, 30,25. Parfait. Ensuite, séparément, il ne m'a pas mis de virgule. Voilà. Forcément, j'ai fait avec le clavier numérique. Et ensuite, séparément, moi j'aime bien le faire la ligne en dessous, séparément, on met CD au carré plus CE au carré, on calcule et on verra ce que ça donne. Donc CD au carré, 3,6 au carré, CE au carré, 4,2 au carré. Je calcule chacun d'entre eux, petite calculette, forcément, dans ce cas-là, 12,96 plus, ça donne combien? 17,64, ça nous fait 30,6. Donc finalement, on a bien fait de ne pas l'écrire. Donc là, je peux noter que je n'ai pas l'égalité. Alors, je vais l'insérer sous forme de formule. Ah non, j'ai un n'est pas égal. Ah, mais ça va me faire... non, ça va me faire un n'est pas égal. Ouais, il va être moche. Le n'est pas égal. J'insère une formule. Oh, il n'a pas voulu me la mettre. Donc, DE au carré n'est pas égal. Ah, il m'a pas mis ma formule. Équation n'est pas égal à CD au carré plus CE au carré. Voilà. Donc, comme on n'a pas l'égalité, selon la réciproque, on ne dit plus trop contraposée dans le programme. Donc, selon la réciproque de Pythagore, le triangle CDE n'est pas un triangle rectangle. Voilà. Et là, vous avez bien rédigé, vous avez vos calculs, vous avez le fait qu'on n'ait pas l'égalité, vous avez notre réciproque. Tiens, attendez, il fallait me le dire ça, les gens. Je vais réduire légèrement la cam, voilà, que vous puissiez voir quand même en entier le sujet. Premier exercice, terminé. Deuxième exercice avec notre fameux Paris-Nice et la course cycliste. Donc Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. Dis donc, ils en font des kilomètres. L'édition 2021 s'est déroulée en 7 étapes décrites ci-dessous. Page d'appelé, je descends, voilà. Il était en un seul bloc. Donc vous avez tout le tableau avec donc nos 7 étapes, le jour où ça a eu lieu, le profil
de l'étape, savoir si c'est plat, accidenté, montagneux, etc. Le parcours et les distances. On étudie la série, donc on va calculer moyenne, médiane, étendue. Pour le coup, la moyenne, bon là il n'y a pas d'effectif, donc ça ne va pas poser de souci. On additionne tout et on divise par le nombre d'étapes. Comme lorsque vous calculez la moyenne de vos notes, vous additionnez toutes vos notes et vous divisez ensuite par le nombre de notes. Allez, on va mettre une formule. Hop. Moyenne égale petite fraction. Donc on met toutes les valeurs. 166 plus 188 plus 187,5. C'est important de l'écrire au moins une fois, de montrer que vous savez calculer la moyenne. Le brevet, c'est là, sur votre copie, pour montrer tout ce que vous savez faire. Donc montrez que vous savez calculer une moyenne. Voilà, vous additionnez tout. Vous divisez par 7. Et là, vous rentrez tout dans la calculette et vous mettez le résultat final. Donc on est environ... on est à 165,2. Je n'ai pas un approx. Si. 165,2 km. On n'oublie pas les unités, bien entendu. Calculer la médiane des distances parcourues par étape. Donc pour calculer la médiane, le plus important surtout, c'est de les mettre dans l'ordre. Il ne faut pas les oublier. Parce que la médiane, c'est la valeur qui est au milieu de la série, on va dire. Justement. Donc il faut vraiment les mettre dans l'ordre, parce que sinon on prendrait la quatrième, mais si elles ne sont pas dans l'ordre, ça pourrait être le plus grand nombre, hein, pour le coup. Donc, vous les mettez toutes dans l'ordre. Commence 93, on commence après 119,5. Après 119,5, 166, 187,5, 188. Il y a le 200, le 202,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien mes 7 valeurs. Avec 7 valeurs, je fais deux groupes de 3. Voilà. Un groupe en dessous, un groupe au-dessus. Et la médiane, bah, c'est celle qui est au milieu. Voilà. La médiane, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous l'entourez, vous l'encadrez, voilà. Vous mettez les valeurs dans l'ordre et ensuite vous n'avez plus qu'à conclure. Voilà. Mais mettez-les dans l'ordre, montrez bien que vous l'avez fait en mettant dans l'ordre, c'est le plus important. Calculer l'étendue de la série, c'est étonnant que la question la plus simple, ça a été la dernière. L'étendue, c'est tout simplement la plus grande moins la plus petite. Voilà sur combien de kilomètres s'étend, quel est l'écart entre la plus grande et la plus petite, tout simplement. Donc étendue égale valeur maximum moins la valeur minimum. La maximum, et c'est là où c'est bien que l'étendue soit après la médiane, parce que vous les avez mis dans l'ordre. Donc vous voyez tout de suite que la valeur la plus haute c'est 202,5 et que la plus basse c'est 93. Voilà, là aussi, même pas un petit coup de calculette. Donc ça nous fait 109,5 km pour l'étendue. Voilà, impeccable. Ensuite, question suivante. Un journaliste affirme environ 57% du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. A-t-il raison? Pour transformer en pourcentage, déjà, il faut savoir combien il y en a. Parce que là, on va vérifier ce pourcentage. Donc, combien il y a de profils accidentés? On peut compter. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 4 étapes accidentées sur un total de 7. Allez, souvent, personnellement, j'aime bien faire des petits tableaux. Hop, petit tableau de proportionnalité. En bas, on met toujours le nombre total d'étapes. Première ligne, le critère de quoi il s'agit du parcours accidenté. On met qu'il y en a... Allez, je vais tout centrer un peu. Voilà, ça fait bien. Il y en a 4 sur un total de 7, sauf qu'on ne va pas rester sur un total de 7, on va passer en pourcentage, donc on passe sur un total de 100. Voilà, donc si on passe de 7 à 100, vous faites le produit en gros, si vous voulez, 4 fois 100 divisé par 7. Voilà. Et donc 4 fois 100 divisé par 7, on tombe justement à 57,1. Donc environ égal. Hop, je vais rechercher mon environ. 57,1, c'est-à-dire 57. Voilà, donc on a bien un pourcentage ici
de 57%. On conclut, il a raison. Pour le coup. Ensuite, non, je ne vais pas tout mettre en rouge, je vais mettre que mes calculs en rouge, comme ça distinguera voilà, ce qu'il y avait de l'énoncé de ce qu'on a rajouté. L'Allemand a remporté la course en 28,50 heures. Le dernier, il est à 30. Et bonjour Lewis, comment ça va Lewis? Dis donc, première fois sur le chat Lewis. Bienvenue, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu veux que je reprenne certains points. On est là pour ça aujourd'hui, pour le coup. Le replay sera sur YouTube, bien sûr, mais toi au moins tu as l'occasion de pouvoir poser des questions. Bienvenue à toi, installe-toi, n'hésite pas à t'exercer, à t'entraîner et à nous demander si besoin. On continue pour cette correction. Donc l'Allemand, combien il y a d'écart, voilà, combien de retard le dernier au classement a accumulé par rapport au vainqueur. Donc en fait, combien il y a d'écart entre 28h50 et 30h12 minutes. Là aussi, un calcul de durée, c'est ce que je fais dans mes sixièmes. Petite astuce sur comment procéder. En fait, je leur dis toujours, sixième, allez à l'heure suivante. À l'heure suivante, après 28h50, on a 29h. Pourquoi ça? Comme ça, on se dit, entre 28h50 et 29h, on traite les minutes. Il y a eu 10 minutes d'écoulées. Ensuite, on gère les heures. De 29, on va jusqu'à 30 heures. Là encore, entre 29 et 30 heures, on n'a eu qu'une seule heure. Et après, entre 30 heures et 30h12 minutes, voilà, on a 12 minutes qui sont rajoutées. Pourquoi j'en fais faire ça? Comme ça, quand on additionne, vous n'additionnez que les minutes entre elles et les heures entre elles. Et vous voyez si vos minutes elles dépassent 60, parce que je rappelle que si ça dépasse 60, ça fait une heure de plus. Là, a priori, ça ne dépasse pas 60, donc on n'a pas de souci de retenue. 1 heure 10 minutes plus 12 minutes, ça nous fait 1 heure 22 minutes pour cet écart entre le premier et le dernier. Bien sûr, phrase de conclusion, je me dis toujours, l'énoncé, c'est embêté à poser une question en français, on répond en français. Le dernier au classement a accumulé 1 heure 22 minutes de retard. Voilà, vous embêtez pas, vous reprenez la question, vous inversez sujet-verbe et c'est réglé. Dernière chose, l'Irlandais a remporté la première étape en 3h30 minutes, déterminé sa vitesse en km/h. Souvent, vous l'avez fait en physique, alors on l'a vu en maths, mais vous l'avez aussi refait en physique. La vitesse. La vitesse, c'est une fraction, c'est une distance sur du temps. Si vous l'oubliez, petite astuce. La vitesse, vous savez en quelle unité c'est. Vous savez que c'est en km/h, la vitesse. Donc souvent, ça s'écrit d'ailleurs kilomètres par heure. Vous voyez le slash de la division. Donc c'est des kilomètres sur des heures. Des kilomètres, c'est quoi? Les kilomètres, c'est la distance, qui devrait être en kilomètres, justement. Et le temps. Donc les heures, c'est quoi? C'est du temps, pardon, lui aussi qui devrait être en heures. Attention, en heures, pas en minutes. Si vous avez des mètres par minute, là la distance sera en mètres et le temps sera en minutes. Mais là, avec des kilomètres heure, comme ça nous est demandé, ça nous est bien demandé, vous voyez, kilomètres par heure, donc il faudra que le temps soit en heures. Sauf que là, ce temps-là, il n'est pas en heures. Il est en heures et en minutes. Donc il faut d'abord transformer ça en heures. Comment transformer ces 51 minutes en heures? Petit tableau de proportionnalité. Là encore, hop, vous allez voir, ça va se faire encore en 2 secondes. Donc vous sur votre papier, voilà, j'imagine même pas. Donc on passe des minutes aux heures. Oui, on met tout bien centré, ça sera tout beau. Donc on sait que 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc 51 minutes font combien? Là encore, produit en croix, 51 fois 1 divisé par 60, ça nous fait en heure du 0,85. Attendez, hop, je vais reprendre. 51 divisé par 60. Oui, c'est ça, 0,85. Donc en fait, quand on fait distance sur temps, je vais le réécrire en dessous, on va mettre le temps, en temps, on va mettre pas 3h51, on va mettre 3,85 heures.
insertion, équation, je remets ma fraction. Donc là, on est à 3,85, on ne va pas dépasser les 4 pour le coup. Et en distance, on va voir en km/h, on parlait de la première étape, à combien est-elle? On remonte. La première étape est à 166 km. Donc 166 sur 3,85. Hop, vous voyez, j'ai la petite calculette à côté. Moi aussi pour gagner du temps. Et on est environ à 43. Équation, je mets environ 43,11. Alors on va regarder l'arrondi, à combien doit-il se faire? L'arrondi doit se faire à l'unité. Donc 43,11, on va laisser à 43. 43 km par heure. Pour le coup. Voilà. Impeccable. Et voilà, c'était tout pour ce deuxième exercice. Voilà, vous voyez que ça s'enchaîne quand même. Oui, oui, c'est un vrai sujet, Lewis. Je rappelle, regarde, c'est le sujet centre étranger du 14 juin, justement. Donc, c'est pas le sujet que vous allez avoir, comme nous, on est en métropole. Voilà, mais il faut savoir que dès que on change, on va dire, de continent ou de fuseau horaire, parce qu'il y a aussi des élèves, par exemple, je prends le sujet d'Amérique du Nord, en fait, ceux qui sont aux États-Unis, qui sont dans des écoles françaises aux États-Unis, ils passent quand même les diplômes de France, donc ils passent quand même le brevet. Mais sauf qu'on va pas, il y a 6 heures de décalage horaire. Quand vous commencez à 9 heures, on va pas les faire commencer à 3 heures du matin. Voilà, donc on fait un autre sujet, qu'on fait passer à un autre moment. Donc c'est un vrai sujet du brevet de cette année qui est tombé pour les centres étrangers. Voilà, donc c'est bien, ça permet de voir un peu la mode. Là, la mode, si on peut, voilà, si je peux faire 2 minutes sur la mode que j'ai l'impression de voir en ce moment, bien sûr, je rappelle, je n'ai aucune info sur le sujet officiel. Donc ça se trouve, ce sera peut-être totalement différent. Mais quand je regarde tous les sujets qui sont tombés cette année, on revient à des choses plus ou moins classiques, dans le sens où avant, pendant quelques années, vous voyez, au lieu d'avoir cette figure, on avait souvent des objets. Moi, je me souviens toujours de la pirogue avec justement le contrepoids, qui avait la même forme. Ça avait la même forme, c'était la même chose qu'il fallait faire. Mais on nous parlait avec beaucoup d'images, beaucoup de dessins de la vie réelle. Voilà, là on revient, vous voyez, à des tracés, à des triangles, à des fonctions, à des choses pour le moins classiques. On continue, donc on a vu dans l'exo 3 qu'il y avait de la trigo, du Thalès et des airs. On considère la figure suivante, donc on la regarde, ok, c'est en centimètres, les points sont alignés, la figure n'est pas en vraie grandeur, donc c'est pas la peine de mesurer dessus, il y en a toutes les années qui mesurent dessus, on se dit mais à quoi ça sert? Non, c'est pas la peine, vaut mieux tenter une rédaction, tenter une rédaction, n'allez pas juste mesurer et dire ah bah ça fait tant. En plus, prouver que le segment mesure 4 cm, je préviens encore une fois, quand on dit prouver que ça mesure 4 cm, c'est que ça mesure 4 cm. Si vous trouvez 3,4, c'est que vous vous êtes planté quelque part. Donc ça vous permet de vérifier. Là, ici, dans ce petit triangle, donc comment trouver qui fait 4 cm? Tiens, l'angle, il a bougé. Ça a dû être avec mon insertion quand j'ai changé. Bon, bref, on va travailler dans ce triangle rectangle avec de la trigo, soit cosinus, soit tangente. Comment savoir lequel utiliser? On cherche AB. Le côté qui lie l'angle à l'angle droit, est-ce que c'est côté adjacent, opposé ou hypoténuse? Celui qui relie l'angle à l'angle droit, c'est le côté adjacent. Le côté opposé, ce serait celui qui est en face, ça serait BC. Mais BC, on ne le connaît pas, on ne le cherche pas, donc on ne s'en occupe pas. On cherche AB, donc on cherche le côté adjacent. Et on connaît le plus long côté, on connaît AC, qui est l'hypoténuse. Si je cherche l'adjacent et que je connais l'opposé, quelle formule a adjacent et opposé entre cosinus, sinus ou tangente? C'est le cosinus. Donc on va utiliser le cosinus. On rédige correctement, on précise, d'ailleurs on rappelle plutôt que le cosinus, ça ne s'utilise que dans un triangle rectangle. Donc on précise, le triangle ABC est rectangle. Et on dit en quel point? En B. Voilà, ça montre voilà, ça montre que vous avez un peu de précision pour le coup. Et on se met la petite formule de cosinus. Cosinus de notre angle. Ah, j'ai pas l'angle, j'ai pas le hâte. Tant pis. Ouais, je vais faire 100 pour gagner du temps. Si, non, je l'ai pas. Non, je sais plus où est le chapeau, j'ai pas envie de le retrouver là pour le coup. Voilà. De l'angle BAC. Hop, égal. Et là, je vais mettre ma fraction. Donc, côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Bon, à l'angle BAC. Pardon, j'aurais dû rajouter. Voilà. On met de quel côté il s'agit.
Donc AB, je suis en train d'exploser la figure. Pour le coup, j'aurais pas dû le mettre ici. Je vais modifier. AB sur AC. Dans 2 secondes, je modifie. Je fais un petit coupé-collé. Voilà, on va le mettre là. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, comme ça, vous aurez la figure qui reste intacte. Quand même. Voilà, on remplace par les valeurs. Pour le coup, donc je reviens à la ligne. Insère. Le cosinus, je connais la valeur de mon angle, il fait 60 degrés, hein, c'est écrit ici, hein, il suffit de lire. On a fait le plus dur. Hein, on a fait le plus dur. AB, je ne connais pas la valeur, donc je laisse AB. AC, lui par contre, je connais la valeur, il y a écrit 8. Voilà, comment le retrouver? Encore une fois, petit produit en croix. AB, pour trouver AB, on va faire 8 fois le cosinus de 60. Si jamais ça vous gêne de ne pas avoir une fraction, vous pouvez mettre sur 1, divisé par 1, ça ne change rien. Comme ça, vous avez bien une égalité de fraction, comme vous avez l'habitude avec Thalès, souvent. AB est donc égal à 8 fois le cosinus de 60 degrés. Vous le mettez dans la calculette, le cosinus de 60 degrés vous dira que c'est 0,5. 8 fois le cosinus de 60, on arrive à 4 cm exactement. Et ça tombe bien parce que on vous avait demandé de prouver que AB faisait bien 4 cm. Donc c'est cohérent, impeccable. Deuxième question, en utilisant la question précédente, donc en utilisant que ça fait 4 cm, je rappelle que même si vous ne l'avez pas réussi, vous pouvez très bien dire, pour la deuxième question, on va mettre que AB fait 4 cm parce que c'est dit à la première, démontrer que les droites BC et DE sont parallèles. Encore une fois, si on demande de le montrer, c'est quelles le sont. On va utiliser la réciproque de Thalès, donc on va faire le rapport entre les longueurs du petit triangle et du grand triangle. On va regarder celles qu'on connaît, donc vous voyez que on connaît AB et AD, on connaît AC et AE, donc on va calculer chacune des fractions. Hop, première fraction, AB sur AD. AB divisé par AD. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Pour le coup, je ne sais pas si vous voyez bien. N'hésite pas à me dire, Lewis, si tu vois assez bien. Donc 4 sur 9,6. Voilà, petit coup de calculette. Hop, 4 divisé par 9,6. J'ai pas sur la mienne de valeur exacte. Pour le coup, 5 douzièmes. Allez. Fraction. Très bien. Ensuite, deuxième fraction, AC par rapport à AE. On voit bien? Ah, ok, super. C'est toujours une inquiétude, ça, de savoir si quand même j'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, mais j'essaye quand même que ce soit assez lisible et détaillé. On ne perde pas de temps. Donc là, on a les valeurs, on a le 8 et 19,2. Si tu as la calculette, tu peux me confirmer. On arrive aussi à 5 douzièmes. Voilà, dans les deux cas, ça donne la même fraction, donc on peut dire qu'on a l'égalité. Vous voyez que c'est un peu comme Pythagore en fait finalement. Voilà, on calcule chaque morceau, et après une fois qu'on a calculé chaque morceau, on regarde est-ce que c'est égal, est-ce que c'est pas égal. Oui, c'est égal, AB sur AD est égal à AC, AC sur AE, oui. Et donc selon la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et DE sont parallèles. Voilà, réciproque de Thalès, elle est faite. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de rédaction quand même dans cet exercice. On rédige de la trigo, on rédige du Thalès. Troisième question, en déduire BD perpendiculaire à DE. Donc le en déduire, c'est toujours en utilisant la question juste avant. Pourquoi le fait qu'elle soit parallèle veut dire que BD est perpendiculaire à DE. Voilà, il n'y a pas de réciproque de Pythagore à utiliser ici. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'une propriété qui disait que si on avait deux droites parallèles,
Si une droite BD est perpendiculaire à l'une, alors elle sera perpendiculaire à l'autre, automatiquement. Voilà. Donc on le dit avec les noms des droites, hein. Comme BC et DE sont parallèles. Puisque on a DB qui est perpendiculaire à BC, alors BD sera aussi perpendiculaire à DE. BD est perpendiculaire à BC, alors BD si perpendiculaire à DE. Voilà, on va dire juste ça, on verra les consignes de correction, hein, pareil, il y a des consignes de correction, juste ça, personnellement, moi pendant l'année, ça m'aurait été. Après, si vous voulez la perfection, et si vous vous en souvenez, bien sûr, vous pouvez ressortir la propriété. Je disais, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si vous sortez ça, c'est best of the year. Pour le coup. Mais voyez que en deux lignes, voilà, oui, trois lignes parce que moi, il est réduit, hein, pour moi, mais vous, ça vous fait une ou deux lignes pour le coup. C'est pas une grosse rédaction, c'est vraiment juste une petite phrase. Et ça, ce genre de choses, c'est à la mode. C'est à la mode, je l'ai vu sur le sujet d'Amérique du Nord aussi, alors que c'était pas exactement la même question, hein, c'était deux perpendiculaires. On avait justement deux droites qui étaient perpendiculaires à la même, et on disait, voilà, en déduire qu'elles sont parallèles. Donc fallait dire justement que comme les deux droites étaient perpendiculaires à la même droite, ça voulait dire qu'elles étaient parallèles entre elles. Voilà, c'est le genre de choses, c'est en déduire qui revient. Voilà. Après, il y a des sujets où il n'y en a pas, hein. Il y a des sujets où il n'y en a pas. C'est juste qu'on le sent. On le sent arriver. Voilà, je vous explique un peu ce qui commence à être à la mode. Quatrième question, calculer l'aire du triangle ADE, donc celui-ci, arrondi à l'unité. Donc là, ça pose souci, enfin il y a un souci qui se pose, c'est que pour calculer l'aire, déjà il faut se souvenir de la formule, hein, il n'y a pas le rappel ici, c'est base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur. Sauf que base fois hauteur, on n'a pas la base, on n'a pas DE. Donc, une question en fait implicite, une question supplémentaire, c'est avant de calculer l'air, il faut calculer DE. Si on ne calcule pas DE, on est foutu. Allez, je vais quand même vous le mettre, hein, je vais quand même le rédiger. Donc vous commencez, vous vous dites, tiens, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, pas par 23 quand même. Voilà, pas déconner. Voilà, vous remplacez par les côtés, vous dites, bah tiens, la base c'est DE, la hauteur c'est AD. DE fois AD divisé par 2. Et là, vous dites, ah mince, DE, je ne l'ai pas. Eh bien, c'est pas grave, on fait une pause, on calcule DE. Comment calculer DE? Regardez notre figure, DE, on vient de dire que DB et DE sont perpendiculaires, donc on a un trait en rectangle. Donc si on a un trait en rectangle, on cherche une longueur, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le théorème de Pythagore. Donc là, on vient de remarquer, voilà, on a fait base fois hauteur. Oui, c'est pour ça, c'est vrai que c'est pas souvent, hein, c'est pas souvent, hein. Donc voilà, une fois que tu sais retrouver l'égalité dans le même sens, après c'est comme pour Pythagore, hein. Pour Pythagore, on vérifie si on a l'égalité. Là, tu vois, pour Thalès, on vérifie si on a l'égalité. C'est juste que l'égalité n'est pas la même entre Thalès et Pythagore. Donc là, pour l'air, on fait base fois hauteur divisé par 2. On se rend compte, on se dit mince, j'ai pas DE. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas DE. Et ben on le calcule. On le calcule comment? On vient de dire que c'est perpendiculaire, donc c'est un triangle rectangle. Donc on utilise Pythagore. Sens direct, cette fois de Pythagore. Ah, hop, je vais réduire un peu, ça va me faire de la place. Comment faire le sens direct de Pythagore? Le triangle. Ah, c'est lequel? C'est ADE. ADE est rectangle en D, je crois. Selon. Voilà, vous savez tous que c'est dans un triangle rectangle. On l'a tellement fait. Vous le savez tous. Ensuite, vous rappelez que c'est Pythagore, c'est pas vous qui avez inventé l'égalité, hein, c'est Pythagore quand même, donc il faut quand même lui rendre hommage.
Et on va mettre tout seul le plus long côté. Le plus long côté, c'est AE. On met toujours le plus long côté tout seul. Enfin, moi, je suis plus voilà, voilà, partisan de garder l'égalité telle qu'elle, quel que soit ce qu'on cherche. Hein, ça nous fera une addition à trous, quoi qu'il arrive. Donc AE au carré égale, et après je mets les deux autres, AD au carré plus DE au carré. Je remplace par les valeurs. AE, ça fait 19,2. AD, 9,6. 19,2 au carré égale AD 9,6 au carré. Et DE, eh ben, c'est justement ce que je cherche. Donc c'est normal que je ne le connaisse pas, pour le coup. Je calcule 19,2 au carré. Ça fait combien? Hop, on va calculer. Hop, voilà, pas grave, on a le temps. 368, 64. 9,6. Ça nous fait du 92,16. Et DE, je ne le connais toujours pas, c'est normal. Donc là, j'ai 92,16 plus quelque chose qui fait 368. Et bien donc, on fait une soustraction. 368, 64 moins 92,16. Je calcule. Ça fait 276,48. Mais ça, c'est DE au carré. DE au carré fait 276,48. La racine carrée, on arrondit, on est à 16,6 cm. Maintenant, je peux reprendre ma formule de l'air, qui était basse fois hauteur divisé par 2, où je ne connaissais pas le DE. Voilà, et à la place du DE, je mets ce 16,6. Et donc, je me fais ce 16,6 fois 9,6. Ça ne peut pas taper aujourd'hui. On divise par 2, et là, c'est environ égal à 80. C'est pour ça que je vais le 80 en tête. 80 cm carrés. Voilà, donc là, vous voyez qu'il nous avait manqué le côté DE pour la formule de l'air. On a pris le temps de le rédiger, de le calculer, et ensuite on peut calculer en appliquant notre formule. Pas de problème. L'exercice 3 terminé. L'exercice 3 était extrêmement long, pour le coup. Exercice 4, je vous rappelle, assure beaucoup plus rapide. C'est du scratch. Donc surtout, ne prenez pas peur. Il y en a beaucoup qui prennent peur avec du scratch, qui passent carrément l'exercice, ce qui est très dommage. Ce qui est extrêmement dommage à chaque fois. Donc on précise que le lutin est au point de départ, comme indiqué sur la figure, ici. Il est orienté vers la droite, parallélogramme obtenu. Ok, le script du parallélogramme. Ici, donc on répète deux fois quelque chose. Qu'est-ce qu'on répète? On vous dit recopier dans le bon ordre ces instructions. Comment faire? Après avoir avancé de 40. Là, on a tourné. Et là où le bas blesse, où voilà, ça a dû être difficile pour certaines personnes, c'est que il faut se dire, je pense que vous êtes d'accord, on va dans cette direction. On va vers la droite. Donc, lorsque vous tournez par rapport à votre direction. Donc, là où vous avez tourné, en fait, comment faire hop, tiens, avec ça. Voilà, on a tourné ici. Voilà. Mais de combien on a tourné ici? Si on a 140 degrés d'un côté, c'est un angle plat, hein, donc on doit être à 180 en tout. Donc on a tourné ici que de 40 degrés. Donc normalement, hop, après le avancé de 40, on met tourner à gauche de 40 degrés et pas de 140. Et je pense que beaucoup ont mis tourner à gauche de 140 en voyant le 140 gros comme une maison devant leur nez. Mais regardez, hein, ça se voit encore pour la suite. Ensuite, on avance de 30 pixels. Avancer de 30, hein, la première instruction, et logiquement tourner à gauche de 140 degrés. Et vous verrez que vous le retrouverez, le 140 degrés. Je vous montre où. Voilà, parce que c'est par rapport à cette direction, par rapport à la direction qu'on a prise. Donc le 140 degrés, il se situe ici. Voilà, ça tourne dans tous les sens. J'ai pas une flèche qui tourne correctement, enfin qui fait un bel arc de cercle. Non, après c'est des flèches épaisses.
C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave, vous le verrez. Donc cet angle-là, pour revenir sur un angle plat, on est bien à 140 degrés pour le coup. Donc là, attention, c'était très bien Lewis. Très bien vu. Tu vas voir, et tu verras, Scratch, c'est immédiat. C'est de la lecture, on le voit, bim. Le professeur demande ensuite à ses élèves d'insérer ce script. Je vais réduire un peu qu'on voit le script en entier, dans un programme de leur choix permettant de tracer des figures composées de plusieurs de ces motifs. Donc là, on a juste fait un parallélogramme, et là, on va faire plusieurs parallélogrammes, les uns à la suite des autres. Le début, ce sont des instructions que je dis des instructions d'initialisation, des instructions où il ne se passe rien, dans le sens quand la flèche droite est cliquée sur ce programme, on efface tout, on va à telle position, on s'oriente à 90, donc on s'oriente vers la droite, pour le coup, et là, on met le stylo en position d'écriture et on va commencer à tracer. Donc tout ce qu'il y a là sur la moitié du programme, c'est souvent pour positionner le curseur. Stylo en position d'écriture, on dessine le motif, on relève le stylo, on avance de 50, on remet le stylo en position d'écriture, on fait notre parallélogramme, on relève le stylo, on avance de 50, et ainsi de suite. Rappel que s'orienter à 90 signifie s'orienter vers la droite, sont bien sympas. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B? Eh bien, on regarde dans le programme de l'élève B, il y a écrit en haut quand espace est pressé, bah donc c'est quand on appuie sur la touche espace. C'est écrit dessus noir sur blanc. Vous voyez, il suffit de le lire. Et ça va me dire, non mais c'était au brevet. Bah oui, c'était au brevet ça. Voilà, c'est tombé au brevet pour le coup. Donc n'ayez pas peur du scratch, faites-le. Il y a des questions extrêmement faciles et c'est normal parce que vous n'êtes pas derrière un PC, vous ne pouvez pas essayer 50 000 choses. Voilà, il faut absolument que vous tentiez. Donc laquelle action au clavier? Il faut presser la touche espace. Ou appuyer sur, peu importe. Parmi les figures suivantes, indiquées ici sans justifier, disons, bien sympa sans justifier, laquelle est obtenue avec le programme de l'élève A. Donc pour l'élève A, comme je vous ai dit, on dessine notre parallélogramme, on relève le stylo, on avance de 50, on redessine un parallélogramme, on relève le stylo, on avance de 50, mais on ne change pas la direction. Hop, je l'ai fait dans le mauvais sens. J'aurais dû le faire. Voilà, tac, je relève, j'avance de 50. Hop, tac, c'est vers la droite, on relève, on avance de 50, etc. Vous voyez lequel je trace? 1, 2, 3, 4, c'est la 1. C'est la 1. Pourquoi? Alors pourquoi il y a ce petit espace qu'il n'y a pas dans le 3? Parce que comme on avance de 50, il fallait remarquer que la largeur de votre parallélogramme n'était que de 40. Si on aurait avancé de 40, le point de départ du deuxième parallélogramme aurait été sur la fin du premier. Mais là, comme on avance de 50, eh ben, on va un peu plus loin, on va 10 pixels plus loin. Et c'est ce 10 pixels que vous voyez ici entre mes deux parallélogrammes. Figure 1. Ensuite, programmer, quelle est la différence en fait? Parce que finalement, c'est quasiment identique. On va au centre, cette fois, stylo en position d'écriture. On dessine le motif, on dessine un parallélogramme. Et après, on tourne de 40 degrés. On dessine un autre parallélogramme, on tourne de 40 degrés. On redessine un parallélogramme. Donc à chaque fois, on retourne à la position de départ, pour le coup. Eh bien, c'est cette figure 4. Vous voyez, je dessine mon parallélogramme, je tourne de 40 degrés, je redessine un parallélogramme, je retourne, je le dessine, je retourne, et ainsi de suite. Et je vais le faire tout autour. Voilà, donc pour le programme B, c'est la figure 4, pardon. Et bien regardez, l'exercice est fini. L'exercice de Scratch est fini et vous aviez combien? Vous aviez combien sur cet exercice? Vous aviez 15 points. Vous aviez 15 points sur cet exercice sur Scratch. Voilà, donc il y a moyen de gagner du point avec les exercices de Scratch, n'hésitez pas. Le dernier, diviseur volume, pour le coup. Donc pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. Il a fait 300 truffes, 125 parfumées au café, 175 enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer des boîtes de telle sorte, c'est toujours les mêmes énoncés, hein. Le nombre de truffes doit être le même, voilà, au café doit être le même dans chaque boîte. Pour la noix de coco, ça doit être le même dans chaque boîte. On veut que toutes les truffes soient utilisées. C'est pour ça qu'on va chercher les diviseurs. Voilà, c'est pour ça qu'on va chercher à partager justement parmi les diviseurs pour qu'il n'y ait aucun reste. Voilà,
Parce que quand vous faites une division et que le reste est égal à 0, bah, donc vous obtenez c'est un diviseur de votre dividende de votre nombre de départ. Donc décomposer 125, 175 en produit de facteur premier. Il faut se souvenir ce que c'est un nombre premier. Hein. Les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, c'est tous les nombres qui n'ont pas d'autre décomposition que 1 fois lui-même. Voilà, vous prenez 7, c'est 1 fois 7. Vous prenez 11, c'est 1 fois 11. Alors par contre, vous prenez 9. Bah, 9, c'est 1 fois 9, mais c'est aussi 3 fois 3. Voilà. Donc 125. 125, c'est dans la table de 5. Donc, faites 125 divisé par 5, ça vous fait 25. Donc c'est 5 fois 25. Le 25, je peux encore le décomposer. 25, c'est 5 fois 5. Et ben voilà, j'ai fini. C'est 5 à la puissance 3. 5 fois 5 fois 5. 175, je fais pareil. 175, c'est aussi dans la table de 5. C'est 5 fois 35. 35, je le décompose également. 35, c'est 7 fois 5. Oh pardon, je fais le fois du clavier, moi, pour le coup. Et voilà, ils sont tous les deux décomposés en produit de facteur premier. Alors, produit, c'est des multiplications, je vous rappelle, avec nombres premiers. Et là, 5 et 7 sont bien des nombres premiers. En déduire la liste des diviseurs communs de 125 et 161, donc avec ces décompositions, on va essayer de faire des combinaisons. Donc, les diviseurs communs à 125 et 175 sont, donc déjà, il y a 5, hein, ça se voit, ça apparaît, hein, voilà. Les deux sont dans la table de 5. Tiens, je pourrais regrossir pour le coup. Et c'est pas tout, donc quelle combinaison on peut faire avec ces deux décompositions? Ben, les 5, ils apparaissent deux fois dans chacun des deux. Donc le résultat de 5 fois 5, c'est aussi un diviseur qui sera commun à 125 et 175. Voilà. Le 7 n'apparaît pas au-dessus et des 5, il n'y en a que 2, donc je ne peux pas prendre les 3, mais le 5 fois 5 fonctionne. Donc 25 est aussi un diviseur commun à 125 et 175. Donc quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser? Ben, entre 5 et 25, le maximum, c'est 25 boîtes. Et pourra réaliser 25, au maximum 25 boîtes. Voilà. Question D, dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Il faut vous souvenir combien il y en a. Voilà. Donc combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Il faut se souvenir qu'il y avait 135 truffes, c'était quoi? Au café? Dans 125 truffes au café. Donc si vous faites 25 boîtes, les 125, vous les partagez dans les 125 boîtes, vous faites 125 divisé par 25. 125 divisé par 25, on obtient 5. Donc 5 truffes au café. Et ensuite, on va faire la même chose avec le 175. Donc vous avez 175 truffes enrobées de noix de coco. Vous divisez parmi les 25 boîtes. Ça fait combien? 4, 7. 7 truffes enrobées de noix de coco. Voilà, donc chaque boîte contiendra 5 truffes au café et 7 enrobées de noix de coco. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes. Donc les caractéristiques sont données ci-dessous. Hop, on regarde les deux belles boîtes, soit en pyramide, soit en pavé droit. Dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule. Voilà, c'est une sphère, une truffe. Une boule de diamètre 1,5 cm à l'intérieur d'une boîte. Enfin, la sphère, c'est vide, pardon, c'est une boule. À l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé. Donc on va regarder, en fait on va calculer tous les volumes. Voilà, je vous le dis, quel type de boîte doit-on choisir? Ils sont extrêmement sympas, ils vous ont rappelé les formules de volume pour les truffes, pour la boule, pour la pyramide et pour le pavé droit. Alors on va commencer par, par les truffes. Volume de la truffe, c'est 4 tiers
fois pi. Alors, le fois, il est où? C'est pas ça. Il est où mon pi? Il est là. 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Voilà, et on remplace. On remplace. Alors, le 4 tiers, on va le laisser. Le pi aussi. Donc, pensez à rappeler les formules. Vraiment, ça fait du point de rappeler les formules. Donc, passez pas à côté. Je vous rappelle qu'il vous manque un certain nombre de points. Il faut les atteindre. Pourquoi mon... J'ai pas mis un 4? Non, je me trompe. Fois le rayon. Donc là, c'est le diamètre qui fait 1,5. Donc on précise, si le diamètre c'est 1,5 cm, le rayon, il est 2 fois plus petit. 0,5 divisé par 2. Écrivez-le, écrivez tout. Écrivez tout sur votre feuille. Tout ce qui se passe ici, il faut que vous le mettiez sur votre feuille. Absolument. Fois 0,75 puissance 3. Voilà, au cube. Là, on met tout ça dans la calculette. Hein, on s'embête pas. 76 cm3. Donc si on multiplie par 12, ouais, parce que j'ai mes notes à côté. Hop. Donc le volume des 12 truffes, ça nous fait donc 12 fois ce 1,76 qui lui fait 21,2 cm3. Voilà, on a fait le volume des truffes, maintenant on va calculer le volume de chaque boîte, comme ça on verra qu'est-ce qu'il y a comme espace libre ou pas. On va commencer par le volume de la pyramide. Allez. Qu'est-ce qui fait chaud en ce moment? C'est la cata. Alors, volume de la pyramide. Donc, R de la base fois la hauteur. On est à la fin, là, on est à la fin. Divisé par 3. On va prendre le temps de calculer l'aire de la base. Donc, la base de notre pyramide, c'est une base carrée de côté 4,8. Donc, on détaille. Pensez à détailler, rappeler toutes les formules. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Ou côté au carré. Hein. Côté fois côté, donc c'est 4,8 fois 4,8. 4,8 fois 4,8. Vous fait du 23,04. Ok. Et là maintenant, on remplace. Je passe en dessous. Voilà, c'est mieux. L'aire de la base, donc je mets 23,04. La hauteur, je vais aller voir combien c'est. La hauteur, c'est combien la hauteur? La hauteur, c'est 5 cm. Ok. Fois 5 cm. On divise par 3. On met encore tout ça dans notre calculatrice. Ça nous fait 23,04 fois 5 divisé par 3, ça fait du 38,4. Et là, on est en centimètres cubes. Alors, on va regarder si la pyramide, ça fonctionne. Donc, on fait 38,4 moins 21,2. Ça nous fait donc du 17,2 cm3. Sauf que donc 17,2 c'est inférieur à 21,2. Allez, inférieur, on va mettre à 21,2. Donc les 12 truffes vont s'abîmer. Voilà, je regarde, hein, je regarde dans l'énoncé la formulation qu'on avait. Et je fais à présent la même chose avec le volume de mon pavé droit. Donc on recommence, volume
pavé droit. Volume pavé droit, on nous a donné la formule également. Longueur fois largeur fois hauteur. Ils sont sympas, ils ont tout redonné cette fois-ci. Largeur fois la hauteur. La longueur, c'est combien? On regarde les infos. Longueur 5, largeur 3,5, hauteur 3,5. Donc, on va faire 5 fois 3,5 fois 3,5. Hop, calculer 5 fois 3,5 fois 3,5. 61,25 cm3. Et là, par contre, si je fais 61,25 moins 21,2, ça me fait du 40,05 cm3. Ah, dommage, je peux pas le récupérer là, cm3. Si, voilà, je peux récupérer, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ainsi, comme on va mettre 40,05 est strictement plus grand que 21,2, ici, le volume des truffes ne s'abîmeront pas. Les 12 truffes ne s'abîmeront pas dans la boîte en forme de pavé droit. Et voilà, c'est tout pour ce sujet de brevet 2022 qui était centre étranger pour le coup. Donc c'est pas mal, on a rappelé beaucoup de choses, hein. On a rappelé des airs et des formules, on a rappelé les classiques de Pythagore, Thalès, on a fait un scratch, le scratch qui est accessible à tout le monde, hein. Je suis désolé, enfin pour moi c'est un exercice accessible à tout le monde, surtout cette question, hein, quelle touche faut presser, pour regarder la première ligne, hein. Vous embêtez pas, les dessins, des fois on pourra vous demander vous de dessiner. C'est possible, hein, c'est arrivé assez souvent. Donc on a rappelé du Pythagore dans les deux sens. On a fait la réciproque de Thalès, hein. Ouais, elle n'a pas été dans le sens direct. On a fait de la trigo, c'est que du grand classique qui est tombé. On a fait des stats avec moyenne, médiane, étendue. C'est des choses qui retombent énormément. Et des fonctions, forcément. Voilà, il y a fonction calcul littéral. Le calcul littéral, en fait, était très rapide en soi, hein, juste un développement. Sinon, il y avait voilà, quelques calculs de fonctions à rappeler. Donc, sur ce, justement, n'hésitez pas à continuer de vous entraîner. Faites des sujets, c'est ce qui compte le plus. Faire des sujets encore et encore, s'il vous plaît. Pour le coup, vous allez très vite voir que c'est la même chose, c'est les mêmes questions qu'on vous demande. Tout ce qu'on fait, nous, c'est essayer de mettre dans ce sujet un maximum de chapitres, un maximum de choses sur l'année en une seule fois sur un sujet de 2 heures. Voilà. Donc il y a forcément des choses qui vous plaisent plus que d'autres et vous avez forcément des points à gratter. Donc ne relâchez pas vos efforts jusqu'au bout. Vous poursuivez, soyez courageux, croyez-y, vous allez y arriver. Allez, on s'entraîne, les jeunes. Lewis, alors qu'est-ce qu'il dit Lewis? Merci pour ton aide. J'ai essayé de le faire moi-même sur une feuille en même temps. Ça va m'aider à réviser. Et ben ravi pour toi, voilà, ravi pour toi. N'hésite pas à aller chercher d'autres sujets, hein. Tu tapes sur Google le sujet brevet maths, oui, tu verras, il y en a une tonne, pour le coup, des fois avec la correction qui pourrait t'aider. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit MP si tu as besoin de conseils, d'astuces euh, dans tes révisions. Voilà, bon courage à toi sur cette dernière ligne droite. Allez, je vous dis ciao à tout le monde, bye bye, et bon courage à tous.